James McGrogan, Vail, Colorado, 2014. Le docteur James McGrogan disparaît le 14 mars 2014 à Vail, Colorado, sur le sentier de Spraddle Creek. Il a 39 ans au moment de sa disparition. Le docteur McGrogan est ce jour-là à Vail avec 3 collègues, tous médecins. Il est marathonien, exceptionnellement en forme, triathlète, physiquement et mentalement au meilleur de sa forme. McGrogan était médecin urgentiste, chirurgien, un homme d'une grande responsabilité. Il est habitué à agir de manière claire et orientée vers les objectifs, même sous une forte pression. Il prévoit une randonnée d'une journée jusqu'au refuge Eiseman, et McGrogan loue l'équipement nécessaire en ville. Une planche de snowboard divisée, un localisateur, une pelle et une petite tente d'urgence. Il est si bien équipé qu'il pourrait survivre une semaine en pleine nature. Tout est minutieusement planifié, rien ne devrait mal tourner. Les randonneurs sont expérimentés et savent ce qu'il faut pour être en sécurité en montagne. Nous sommes en mars et tout est encore couvert de neige. Ils commencent leur randonnée à 8h30 du matin en direction du camp Hale, un ensemble de cabanes servant de refuge pour les randonneurs. Le sentier monte la montagne juste en face de la station de ski de Vail. À Tizine, environ à mi-chemin, McGrogan dit qu'il veut avancer un peu plus vite et retrouver les autres au prochain point de repos. Ses amis arrivent au prochain point de repos, mais McGrogan n'est pas là. Ils supposent qu'il a probablement continué et poursuivent leur montée. Ils atteignent le point de repos suivant, mais il n'est toujours pas là. Environ 7 heures plus tard, à 17 heures, ils arrivent à la cabane. McGrogan est toujours introuvable. Ils commencent à craindre qu'il soit arrivé quelque chose de grave. Ils envoient quelqu'un redescendre jusqu'à la ville pour informer les autorités, qui lancent immédiatement une opération de recherche à grande échelle. Recherche. Les équipes de recherche suivent tous les chemins qui bifurquent du sentier principal. Des équipes à pied, en motoneige, et 3 hélicoptères fouillent la zone de manière exhaustive pendant une semaine entière. La neige, en grande partie intacte dans la région, facilite la recherche. Cependant, ils ne trouvent aucune trace de McGrogan. Après une semaine sans aucune piste sur la localisation de McGrogan, la recherche est suspendue, sans résultat. Où pourrait-il être? Il était bien équipé, en bonne condition physique, et le chemin était difficile à manquer. Que lui est-il arrivé? S'il s'était perdu, ils auraient dû le retrouver. Il n'était qu'à quelques minutes devant ses amis sur le chemin. Découverte. Pendant 2 semaines, il semble que le docteur McGrogan se soit tout simplement évaporé. 3 semaines après sa disparition, James McGrogan est retrouvé au pied d'une cascade gelée, les Booth Falls, à environ 8 km à vol d'oiseau de l'endroit où il a été vu pour la dernière fois. L'autopsie révèle de graves blessures à la tête. McGrogan portait un casque, mais il semble qu'il ait subi un coup si violent que le casque a été gravement endommagé et n'a pas pu protéger son crâne. La distance entre son dernier emplacement connu et le lieu où il a été retrouvé est d'environ 8 km à vol d'oiseau. Cependant, à pied, la distance est de plus de 25 km, nécessitant de traverser 2 chaînes de montagnes. Ce n'est pas qu'il n'aurait pas pu le faire, mais il y avait de la neige, ce qui rendait pratiquement impossible pour quiconque de traverser les montagnes. À cette époque, la neige avait une profondeur d'environ 6 à 7 mètres. Personne ne pourrait le faire. Personne n'essaierait. Le shérif déclare devant les caméras « Nous ne savons pas comment il a pu arriver là ». Les équipes de recherche sont tout aussi perplexes. De plus, la zone avait été fouillée à plusieurs reprises. Ont-ils vraiment manqué un homme adulte, habillé de manière voyante dans la neige? Pourquoi aurait-il fait ça?
Il voulait seulement monter à la cabane avec ses amis. Qu'est-ce qui aurait pu le pousser à changer d'avis soudainement et à marcher hors piste dans la neige? Il avait un excellent équipement avec lui qui aurait pu lui permettre de survivre pendant des jours. Lorsqu'il a été retrouvé, son GPS et son téléphone portable étaient dans son sac à dos, tous deux fonctionnels. Apparemment, il n'a pas cherché à déterminer sa position, ni à appeler à l'aide. S'il s'était perdu, ce qui semble absurde vu le chemin, pourquoi l'équipe de recherche n'a-t-elle pas vu sa tente quelque part dans les environs? De plus, il n'a pas utilisé sa tente de secours qu'il aurait pu utiliser à tout moment pour se protéger. Ce comportement est complètement inhabituel pour un homme habitué à prendre des décisions claires et orienté vers les objectifs dans des situations de stress et qui était un randonneur expérimenté. Il aurait été la dernière personne à marcher à l'aveuglette dans la neige sans évaluer sa situation et prendre la décision la plus sensée. Et cette décision aurait été de compter sur les équipes de recherche pour venir le chercher s'il s'était perdu. Les habitants locaux sont unanimes. Il était pratiquement impossible de parcourir la route qu'il aurait dû emprunter à travers la neige et les montagnes à cette époque de l'année. Il aurait dû se frayer un chemin à travers la neige fraîche comme une charrue à neige. Mais ses traces auraient été visibles pour les hélicoptères. Et pourtant, le corps de James McGrogan a été retrouvé là. C'est l'un des nombreux cas où la distance parcourue et l'impossibilité de l'avoir parcourue sont des éléments de preuve. Et encore une fois, le rapport de police indique l'état dans lequel le corps a été retrouvé. Chemise à manches longues, pantalon long, sans chaussures. Et bien que des recherches aient été faites pour retrouver les chaussures, elles n'ont pas été retrouvées. Le docteur McGrogan est-il donc tombé pieds nus sur la cascade gelée? Question. Pourquoi James McGrogan aurait-il quitté le sentier? Qu'est-ce qui aurait pu le pousser à quitter ses amis sans dire un mot? Comment a-t-il pu parcourir une telle distance? Il ne pouvait pas avoir parcouru les 15 kilomètres à travers la glace et la neige. La neige rendait toute la zone infranchissable et les hélicoptères auraient dû ses traces. Comment McGrogan a-t-il pu se rendre à l'endroit où il a été retrouvé? Et où sont ses bottes? Évaluation. Un autre médecin qui meurt de graves blessures à la tête, il en est de même pour le docteur Robert, voire Cass 72 volume 2, de Minneapolis, seulement un an plus tard. Dans son cas, il est également clair comment il a pu arriver à l'endroit où il est décédé. De même, le docteur von Gortler, voire Cass 73 volume 2, qui semble être tombé dans les montagnes, bien que l'on ne sache pas exactement d'où. Tous trois sont décédés de graves blessures à la tête. Cullen Finnerty, Michigan, 2013. Cullen Finnerty a disparu le 26 juin 2013 dans le comté de Lake, Michigan. Il avait alors 30 ans. Rien dans la vie de Cullen n'était normal. Cullen mesurait plus de 1,90 m et pesait plus de 100 kg, 100 kg de muscles. Il était extrêmement en forme, un athlète exceptionnel. De plus, il était extrêmement résistant. Il était une sorte de célébrité locale, certains le qualifiaient même de star du football américain. Il a joué dans diverses équipes et a remporté de nombreux championnats en tant que quarterback au fil des ans. En tant que quarterback, il demandait à sa ligne offensive de laisser passer les défenseurs vers lui. Il ne craignait pas d'être plaqué. Cullen était presque insensible à la douleur. Quelques années plus tôt, il avait joué une saison entière avec une clavicule cassée. On trouverait probablement sa photo sous la définition de dur à cuire dans le dictionnaire. En 2010, à l'âge de 27 ans, Cullen s'est marié et le couple a eu 2 enfants. Le jour du Memorial Day 2013, Cullen est parti avec quelques amis dans une cabane louée dans le comté de Lake.
Ils sont restés quelques nuits, ont profité de la nature, pêché un peu, bu de la bière et ont passé un moment détendu, loin des tracas et des responsabilités de la vie quotidienne. Le dernier jour, le 26 juin, Cullen a suggéré qu'ils aillent tous pêcher une dernière fois avant de rentrer chez eux. Cependant, la plupart de ses amis ne semblaient pas intéressés. Cullen a décidé de profiter de la journée et était resté pour pêcher une dernière fois, comme prévu. Ce serait en effet sa dernière fois. À 21h27, le soir du 26 juin, la femme de Cullen a reçu un appel de lui. Il semblait effrayé, presque paniqué, disant qu'il était suivi. 2 hommes étaient à environ 10 mètres derrière lui. Les hommes étaient sur la rive tandis qu'il était dans le bateau. Il a dit « Quelque chose va se passer ». Puis, l'appel a été coupé. Sa femme l'a rappelé et il a de nouveau dit qu'il était toujours suivi et craignait que cela ne se termine mal. 5 minutes plus tard, à 21h32, il a appelé à nouveau. Il a dit qu'il sortait du bateau, allait à terre et enlevait ses vêtements. Pourquoi voulait-il enlever ses vêtements? À 21h34, il a appelé à nouveau. Il semblait paranoïaque et effrayé. Il a de nouveau dit qu'il était suivi. Le dernier appel, à 21h36, a été connecté, mais on n'entendait que des respirations lourdes ou le vent à l'autre bout du fil. Recherche. À 21h27, sa femme avait déjà informé la police, qui a réagi rapidement et a pu localiser le téléphone de Cullen en quelques minutes. Cependant, les données de la compagnie téléphonique n'avaient aucun sens. Selon les données de localisation de la compagnie, Cullen avait été à 4 endroits différents en très peu de temps, tous à plus de 7 km de distance. Cela signifiait que, s'il s'était effectivement déplacé aussi loin en si peu de temps, il aurait dû traverser plusieurs routes, ce qui signifiait qu'il aurait pu s'orienter ou arrêter une voiture pour demander de l'aide. La police, sa femme et quelques proches se sont ensuite rendus dans la zone où, selon la compagnie téléphonique, Cullen s'était trouvé pour la dernière fois. Vers minuit, ils ont trouvé le bateau de Cullen abandonné dans la rivière. Mais Cullen était introuvable. Sa disparition a été prise très au sérieux et il a même été spéculé sur un éventuel enlèvement, certains murmurant même sur un possible enlèvement extraterrestre. Le lendemain matin, certains de ses coéquipiers se sont portés volontaires pour aider à sa recherche. Son entraîneur croyait que 2 hommes le suivant n'auraient pas été un problème pour lui. Il aurait pu s'occuper des 2 à la fois et aurait gagné toute éventuelle bagarre. L'entraîneur ne pouvait pas s'imaginer Cullen s'enfuyant devant 2 hommes. Il devait s'être passé autre chose ici. Les recherches ont continué tout le jour suivant, le 28 juin. Puis le soir, vers 19h30, le corps de Cullen a été retrouvé presque exactement au milieu des différents endroits où la compagnie téléphonique avait localisé son téléphone. Son téléphone était dans la poche de sa veste et il était allongé face contre terre dans un champ. Son équipement de pêche était mal mis et inconfortablement, de manière que personne avec de l'expérience ne ferait. Son nez saignait. Le médecin légiste n'a pas pu déterminer la cause de la mort. Le corps a été envoyé à Boston pour un examen plus approfondi, mais même les spécialistes là-bas n'ont pas pu déterminer la cause de la mort. Question. Ce cas est extrêmement bien documenté, car le shérif responsable a accordé l'accès à tous les dossiers et photos, ce qui rend l'étrangeté extrême du cas encore plus évidente. Pourquoi la compagnie téléphonique n'a-t-elle pas pu déterminer l'emplacement exact du téléphone de Cullen et a-t-elle signalé à la place 4 positions largement séparées comme étant sa localisation? Comment ce jeune homme, grand, fort, en forme et robuste, a-t-il pu mourir sans cause apparente de décès? Apparemment, il a réellement enlevé son équipement de pêche
et l'a ensuite remis de manière incorrecte et inconfortable. Pourquoi? Qu'est-ce qui pousse les victimes à se déshabiller? Évaluation. Le fait que Cullen n'ait pas pu être retrouvé cette nuit-là, malgré le fait que la compagnie téléphonique ait fourni une bonne indication de l'endroit où le téléphone devait être, pose la question de savoir s'il était vraiment là à ce moment-là. Cela soulève également la question de savoir s'il était vraiment suivi ou s'il faisait une crise paranoïaque. George Carter, Mount St. Helens, 1950. George Carter a disparu le 21 mai 1950 sur le mont St. Helens vers 15 ans. À ce moment-là, il avait 35 ans. George Carter a disparu en faisant du ski sur le mont St. Helens en 1950, c'est-à-dire sur le volcan tel qu'il était avant l'éruption de 1980. George Carter travaille pour Boeing et est également membre de la National Ski Patrol, ce qui signifie qu'il est un skieur exceptionnellement bon et sûr. Les exigences de la National Ski Patrol sont élevées et demandent la capacité de manœuvrer un homme de 100 kg en descente sur un traîneau de secours à ski. Cela nécessite d'être en bonne forme physique, fort et très sûr sur les skis. Sinon, la tentative de sauvetage se transformerait en une descente incontrôlée. Prophétique. Cela n'arriverait pas à George Carter. Il est un bon skieur, très contrôlé, responsable, un homme fiable. Ce jour-là, en mai 1950, George prévoit une excursion de ski avec un groupe d'amis. Ils ont l'intention de gravir la montagne, puis de redescendre à ski dans la neige vierge. Un sport qui demande de l'endurance et de l'entraînement. Après une ascension difficile et impressionnante sous un soleil radieux, ils atteignent le sommet de la montagne vers midi. Ensuite, après avoir profité de la vue, s'être reposés, mangé et bu quelque chose, tous chaussent leurs skis et commencent la spectaculaire descente dans la neige vierge. Un peu plus bas, le groupe se réunit pour une courte pause. George propose d'aller devant et d'attendre les autres en bas pour les photographier en passant. Il veut documenter cette expérience unique. La montagne, le soleil, la neige profonde. Tout le monde est enthousiasmé par l'idée, alors George part devant. Le groupe attend encore quelques minutes pour lui donner le temps de se préparer pour prendre des photos. Il doit se positionner, planter les bâtons de ski dans la neige, sortir l'appareil photo. Personne ne peut imaginer, à ce moment-là, qu'ils ne reverront jamais George. Puis les premiers skieurs du groupe le suivent. Ils tournent au virage, mais ne peuvent voir George nulle part. Il n'est pas là où il était censé être. Ils regardent autour pour voir s'il pourrait leur faire une farce. Ils l'appellent par son nom, mais n'obtiennent aucune réponse. À l'endroit où il était censé attendre, il trouve finalement des traces dans la neige profonde. Les traces dans la neige montrent que George s'était arrêté là. Ils trouvent une boîte dans la neige d'où il avait apparemment sorti une pellicule pour la charger dans l'appareil photo. Mais George n'est pas en vue. Où peut-il être? Tout le monde est perplexe, attend que tout le monde arrive, puis discute de ce qu'il faut faire. Dans la neige profonde, il n'est pas difficile de trouver des traces et de les suivre. Ainsi, le groupe trouve également des traces de ski menant directement vers le bas de la montagne depuis l'endroit où George était censé les attendre. Ils suivent la piste. Elle doit sans aucun doute les conduire à George, bien que tout le monde se demande pourquoi il a continué sans les attendre. Ses amis témoignent que ce qu'ils ont trouvé était bizarre, une descente désordonnée et presque démente. Quelque chose qu'un skieur expérimenté comme George
n'aurait jamais fait. Personne ne comprend le comportement de George. Tous sont perplexes et suivent à contre-cœur la descente grotesque. La piste mène directement sur plusieurs hauts escarpements rocheux, sur lesquels George a apparemment dû sauter à toute vitesse. En dessous, la piste continue, toujours tout droit vers le bas de la montagne. Il doit avoir complètement perdu le contrôle de lui-même. La piste mène à une falaise d'où elle plonge profondément dans un canyon. La piste s'arrête à la falaise. George doit avoir sauté sans contrôle directement dans le canyon derrière. Ils craignent le pire. Les amis de George signalent l'accident et une équipe de secours se dirige vers le ravin. Recherche. Sans aucun doute, le corps de George Carter se trouverait sous la fin de la piste de ski dans le canyon. La probabilité qu'il ait survécu à la chute est des minimes. Même à grande vitesse, il aurait difficilement pu voler plus que quelques mètres avant de simplement tomber. En dessous, il trouverait son appareil photo, ses skis et bâtons de ski, et finalement son corps. Inévitable. Soit sur le sol, soit quelque part dans les arbres. George est recherché dans ce ravin pendant 3 semaines. Des équipes de recherche sont déployées sur le terrain. Des chiens de recherche et des chiens renifleurs de cadavres sont utilisés. Sans résultat. Pas une seule pièce de son équipement n'est trouvée, ni son corps. George Carter reste porté disparu à ce jour. Question. Carter n'a pas pu survivre à la chute profonde dans le ravin. Son corps aurait dû être trouvé directement sous l'endroit où les traces de ski dans la neige se terminaient. Apparemment, il avait skié à toute vitesse sur la falaise et avait dû plonger directement dans le ravin. Mais cela ne s'est pas produit. Son corps, son équipement, rien n'a été trouvé. Pourquoi quelqu'un se comporterait-il de cette manière? Un skieur expérimenté. Peut-être quelque chose l'a-t-il effrayé au point qu'il a descendu la montagne de manière incontrôlée et extrêmement rapide, non conforme à ses compétences. Ou quelque chose lui a littéralement fait perdre la raison. Même dans la plus grande panique, un homme formé comme lui aurait probablement réussi à s'arrêter avant de tomber dans le ravin, ou du moins à essayer. Des traces de freinage auraient dû être trouvées dans la neige, mais elles ne l'étaient pas. Comme aussi dans les cas où les gens sortent de la route en voiture, mais ne semblent pas freiner. Ses amis témoignent qu'ils n'ont vu aucune autre trace dans la neige en dehors de celle de George, rien d'inhabituel, rien qui les ait frappés. Pas de traces d'autres skis, ni d'indices d'un poursuivant ou de quelque chose qui aurait pu le menacer. Seulement les traces de George menant tout droit vers le bas de la montagne. Ces preuves permettent uniquement de conclure que George Carter devait avoir perdu la raison ou que quelqu'un ou quelque chose la lui avait volée. De plus, il est totalement incroyable qu'il n'ait pas pu le trouver au pied de la falaise. Il devait être tombé et être resté là, avec des os cassés, mort. Mais il n'a pas été trouvé, ni aucun objet de son équipement. Il reste disparu jusqu'à ce jour. Évaluation. Le cas est quelque peu unique dans ses preuves. De la même manière, en skiant, Catherine Wong disparaît également à Bear Valley en 1999, mais est retrouvée plus tard, ou ce qu'il en restait. Et Konstantinos Philippidis disparaît également en 2018 à Lake Placid, apparemment immédiatement hors de la piste, et réapparaît quelques jours plus tard à Sacramento, Californie, à 400 km de là, voir CAS 88, volume 2. Et il n'a aucune idée de comment il y est arrivé. De nombreuses victimes de ces cas se comportent de manière plus qu'étrange pendant leur disparition. Mais les traces de ski dans la neige dans ce cas permettent de prouver, sans aucun doute, ce comportement aberrant. Dans d'autres cas, il n'y a souvent pas de traces directes,
seulement des indices et des suppositions du type « il doit avoir »,« il semble ». Pas dans le cas de George Carter. Il s'est comporté de manière indubitable, comme s'il avait perdu la raison.